Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Ah non, il n'y a pas de vie juridique. Je me permets de corriger cela. Notre système de droit est un système qui est construit sur une logique qui est la suivante. Un enfant naît quand il quitte l'utérus de sa mère. Et il le quitte à 9 mois, en principe c'est la logique. S'il le quitte avant, à la règle, il faut que l'enfant soit né vivant et viable pour dire qu'il y a un enfant. Un enfant prématuré de 6 mois, s'il naît et après il est sous incubatrice, il est né. C'est un enfant, c'est un sujet de droit, avec la personnalité juridique. Après, on a un beau cas qu'on appelle infans conceptus per natura habetur copias de quomodo eius agitur. C'est le principe par lequel on considère que l'enfant est né chaque fois qu'il est de son intérêt. Ça veut dire que quand vous avez une femme enceinte, son mari décède dans le cadre, par exemple, d'un accident de la circulation, il va devenir l'héritier de son père, même s'il n'est pas encore né. Et il va l'être à partir du moment qu'il était dans l'utérus de sa mère, à la seule condition, c'est qu'il naisse vivant et viable. Donc notre système a très bien fonctionné. Si aujourd'hui on devait considérer qu'un enfant existe à partir du moment qu'il y a un embryon, nous serions dans une grande difficulté concernant l'IVG. L'IVG, effectivement, n'est pas un homicide autorisé par l'État, c'est une interruption de grossesse. Ça veut dire qu'on considère que l'embryon n'est pas encore un enfant. L'embryon est un début. Alors, dans une conception catholique, morale, classique, on dira non, l'enfant est né de... Donc après, on rentre dans un autre type de réflexion. Mais le droit est le reflet aussi d'un débat public. Quand il y a eu l'IVG, bien sûr, l'Église catholique et l'Église chrétienne s'étaient insurgées. Donc après, il y a la morale, l'éthique et tous les autres valeurs. Et on l'a toujours. Nous avons un comité d'éthique qui participe à la création des lois, les lois sur la bioéthique, etc. Or, tout ceci, le problème qui va se poser, c'est que nous sommes dans des situations où il y a des réactions émotionnelles portées parfois des journalistes qui sont totalement incompétents. Pôle enquête, police, BFM, pôle justice. Alors on a l'impression que les journalistes... Ils vont leur opinion et en fait ils vont influencer. Ils vont influencer. Et au lieu d'inviter quelqu'un qui connaît et qui mérite d'être interrogé au sens sans tomber dans l'émotionnel, le problème, c'est clair, s'il faut gaver et faire oublier la loi sur les retraites pendant 15 jours, parler de palmade, ça fait partie. Parce qu'après, vous avez le fils du ministre de la Justice qui fait n'importe quoi, mais on fait une belle circulaire pour interdire que des informations soient données et qu'on discute de cette affaire. Voilà comment on fonctionne. Parce qu'il ne faut pas croire, et vous le savez aussi bien que moi, que le ministère de l'Intérieur, que l'État français a le pouvoir de dire que telle ou telle information est couverte par une protection de l'État et que vous n'avez pas le droit d'en parler. J'ai le vécu... Le ministère de la Vérité existe encore, existe d'une manière détournée. Il y a une... Vous savez, je crois que votre question résume. Quand vous prenez l'arrêt Mercier 1936, la Cour de cassation, ce sont des juges, et disent tout simplement le médecin doit donner et mettre en œuvre des actions dans le cadre des données acquises de la science. À travers cette définition de l'acte médical, vous avez le distinguo automatique de ce qu'est la recherche. L'acte médical n'est pas la recherche. La recherche emprunte d'autres voies. La recherche est un préliminaire. Et quand on pense parfois, comme vous le disiez, ou on était dit justement lors de la commémoration de Montagnier, que parfois entre la recherche et une réalisation, il y a 100 ans de décalage. C'est tout simplement qu'effectivement, l'acte médical doit tenter, tant bien que mal, de soigner, d'apporter des soins, mais pas de faire du mal. C'est pour cette raison que de dire « Ah ben, il y a des effets secondaires, il y a des gens qui meurent », mais comment peut-on admettre qu'une action volontaire médicale puisse générer la mort de quelqu'un? La mort naturelle, elle fait partie du jeu de la nature. Que la médecine ait pu aujourd'hui faire évoluer les choses, mais bien sûr que je suis content. Je suis content d'avoir 4 stents qui m'ont évité de mourir il y a 3 ans parce que ma coronaire était bouchée à 95%.
Mais ce n'est pas pour autant que je vais dire, c'est pas parce que j'ai eu 4 stents que la médecine m'a sauvé, que je vais croire à tout ce qui est dit automatiquement, parce qu'il m'est imposé dans une approche qui n'est pas celle des données acquises. La question de l'ARN messager, la question de la vaccination Covid a posé toutes les questions de la limite de la frontière entre les données acquises de la science et la recherche médicale. Et quand M. Véran disait que le vaccin n'était plus en phase d'essai, était un mensonge. En réalité, encore aujourd'hui, si on regarde les temps et la manière dont les choses se déroulent, nous sommes encore dans le cadre de la recherche et dans une phase de test. Ce n'est pas parce que l'Agence européenne du médicament, a donné ce qu'on appelle une AMM définitive, que ceci est devenu parole d'évangile. Quand on a vu l'AMM provisoire sous quoi elle portait et quels sont les effets et les conséquences, tout est dit. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la bataille, et même pour garder cette force de la réponse médicale, il ne faut pas que les médecins eux-mêmes deviennent des serviteurs de la recherche. Les médecins sont là pour tenter, c'est une obligation de moyens, pas de résultat, tenter de soigner en utilisant tous les moyens. C'est pour cette raison que la vermictine, par exemple, l'hydroxychloroquine n'ont jamais été interdits. La seule chose qui était demandée, et là les médecins, ils n'ont même pas fait trop l'effort d'y réfléchir, d'écrire sur l'ordonnance à hors AMM. Ce qui fait partie du travail que le médecin peut faire. Mais là, ce n'est pas de la recherche. Il utilise ces données acquises, et parce qu'il est médecin et il a un cerveau, il va tenter, par ses connaissances, d'utiliser des moyens, tout en sachant qu'il doit quand même éviter que son travail devienne du charlatanisme ou un travail de magicien de la médecine, ce qui n'est pas simple, parce qu'on voit quand même que Raoult a été traité de charlatan avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, que quand on a parlé de la vermictine, ce sont des charlatans les médecins, qu'aujourd'hui encore vous avez des médecins qui sont convoqués devant le conseil de l'ordre, le conseil de discipline, parce qu'ils ont prescrit de la vermictine. Donc on voit quand même qu'aujourd'hui, je pense que la Covid a été un révélateur d'une situation, là aussi, qui mériterait une réflexion collective et démocratique sur le rôle du médecin, sur le rôle de la médecine, et pas simplement sur des moyens financiers. Parce qu'en réalité, à la fin, on revient toujours à parler que du fric. Mais est-ce qu'on parle du bonheur? Est-ce qu'on parle du bonheur des êtres humains? Le capital bonheur de l'être humain dans notre vie en société, est-ce qu'il fait partie de cette réflexion? Eh bien non. Bien non, parce que notre philosophie est une philosophie désormais capitalistique. Et c'est le cas. Pas dans le capitalisme, parlons pas du capitalisme au sens philosophique dans ses bases, mais capitalistique, c'est-à-dire le fric, l'argent, le bien-être par l'argent, qui est une vision qui n'a rien à voir avec notre vision judéo-chrétienne. C'est une vision protestante, c'est une vision qu'on trouve dans d'autres cultures éthico-religieuses qui ont fait, par exemple, les États-Unis. Dans les États-Unis, le bonheur passe par la force du capital, de l'argent, de l'expression esthétique de cette puissance donnée par le matériel. Et après, nous, en France, on est le premier pays en Europe consommateur d'antidépresseurs et aujourd'hui, un des pays les plus grands consommateurs de hashish. Excusez-moi, quand une société est dans le bonheur, on n'a pas besoin de fumer du hakik pour être heureux. Moi, personnellement, je ne fume pas du hashish, je ne tire pas de cocaïne, j'ai pas besoin je bois un petit verre de vin rouge, mais c'est pas ça me donne pas le tournis. Ce qui compte, c'est de construire dans ma vie le bien-être, de construire dans ma vie la notion de bonheur et pas de plaisir. En réalité, le bonheur, on ne le cherche plus. On cherche le plaisir parce qu'on pense qu'avec le plaisir, on a le bonheur. Et là aussi, c'est quelque chose qui fait partie de ce langage que, dans le cadre d'une association, nous pouvons porter. L'association, les gens adhèrent à une association pour trouver des gens avec qui partager des idées qui sont proches. En réalité, c'est comme un couple. Un couple ne vit pas heureux parce qu'il fait l'amour tous les jours. Au bout même si on a les plus belles femmes ou plus belles du monde, à un moment donné, la sauce sexuelle, elle devient un peu insipide. Donc on est ensemble parce qu'on a des valeurs communes. Et quand on a des valeurs communes, il y a un bien-être. Parce qu'on se sent compris. C'est pour ça que les gens adhèrent à votre association, en bon sens, à Réaction du Neuf, mais parce qu'il y a des valeurs. Et tout le monde ne doit pas venir chez Réaction du Neuf parce que les valeurs de Réaction du Neuf, c'est des valeurs qui permettront à ce couple de 50 000 ou 40 000 personnes d'être ensemble, d'être heureux, et ainsi de suite. Eh bien, Carlo Bozza, merci beaucoup de ces explications. On a fait un petit tour sur le contrat social pour finir sur la notion du bonheur, en passant par la définition. On a quand même bouclé la boucle. Hein. On a bouclé la boucle. Donc,
C'est une interview réussie. C'est une interview réussie. Peut-être le mot de la fin pour parler de la liberté d'expression. Vous êtes libre aujourd'hui de parler Non, de tout ce que vous voulez. mais j'ai dit à vous, bravo. Bravo pour tout le boulot que vous faites. Parce que moi-même, j'ai toujours dit que pour moi, François est un journal que je lis. Vos articles ont été toujours précieux. Merci à vous d'exister. Moi, je fais tout possible pour le relayer chaque fois qu'il y a des choses. Donc, nous arrivons à sauvegarder la liberté d'expression si nous aussi, nous qui sommes un peu placés au bord de la société, nous nous entraidons. C'est pour ça que je voudrais, un mot de la fin, c'est de rappeler le besoin de travailler ensemble, de converger. Je ne dis pas d'être sous la même cloche, d'être sur le même clocher ou sur la même église, mais du fait que nous avons des éléments communs, des valeurs communes, eh bien, partageons-les. Et il faut les partager, pas pour faire que des procès, mais les partager dans ce qu'on appelle un mécanisme d'entraide réciproque. C'est pour cette raison que moi, je porte la parole de tout. J'ai toujours porté la parole de Louis Fouché, du Dr Perron, de vous, parce que je considère que c'est à travers cela, quand le Dr Perron est interviewé par Action 19, et il fait partie de mon sens, on ne va pas dire, oh là là, il fait partie de mon sens, on ne va pas interviewer. Bien au contraire, c'est là qui permet aux gens d'avoir confiance. Il y a la confiance quand il y a le respect mutuel, quand je reconnais les valeurs que vous avez, quand vous reconnaissez mes valeurs, quand je reconnais les valeurs de Rafo Covid, quand je reconnais les valeurs de Raoult, quand je reconnais les valeurs d'Azalbert. Le problème qui se pose, et ça c'est quelque chose que je veux dire, que qu'est-ce qu'il y a comme critique à l'intérieur même de notre camp? C'est-à-dire qu'au lieu de regarder où ceux qui nous oppriment nos libertés, ils sont là en train de décortiquer vos paroles, d'où vous venez, d'où je viens. J'étais candidat pour Berlusconi, alors c'est un pourri, ça veut dire, ah ben non, vous étiez... Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et tout de suite à chercher le but, ah ben il a fait ça, parce qu'ils doivent aller escroquer, parce qu'ils vont tenter de gagner de la fric, etc. Et toujours dans ce dénigrement, et parfois des gens que vous avez dans votre propre camp. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a aujourd'hui un travail qui est le nôtre aussi, un peu de porteur de la parole de nos structures, de dire attention, ne générons pas nos structures comme des lieux des affaires. Notre lieu doit être des lieux de bonheur dans lesquels on puise nos énergies pour aller de l'avant. Moi, je n'ai pas envie d'épuiser mes énergies pour répondre à des gens qui me critiquent de mon propre camp, qui sont des adhérents. J'ai envie de, pas d'être idolâtré, mais j'ai envie d'être soutenu. À ce moment-là, de répondre des critiques, mais qui soient utiles pour améliorer, pour aller de l'avant. Et ça, je veux dire une chose, c'est quelque chose qui me fait parfois de la peine et qui me